mais davantage nous allons le saisir du côté des scientifiques pour aborder toutes les grandes questions qui se posent dans l'univers du fisc, avec l'émergence de la culture de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Professeur, bonsoir. Bonsoir, mesdames. Avec vous, nous allons aborder la culture fiscale, mais je rappelle quand même un fait qui nous a marqué. Vous êtes parmi un des premiers invités sur les perspectives économiques. Je me souviens qu'en 2016, vous faisiez une sorte de prophétie que le gouvernement de la République était à même d'avoir un budget de 16 milliards de dollars par an. Nous sommes en 2016. 5 ans après, on en parle de plus en plus. Quel commentaire ça vous inspire, l'idée d'avoir prévu ce qui est en train de se faire aujourd'hui? Merci beaucoup. Je n'ai aucune prétention de dire que je suis plus intelligent que les autres. Vous savez, l'université a 3 rôles à jouer dans une société. L'université, elle est là pour former, pour faire des recherches, mais aussi pour rendre service à la société. C'est ainsi que lorsque nous passons dans les médias, nous sommes dans ce 3e rôle où il faut rendre service à la société, parce que l'université, c'est le sanctuaire de ceux qui réfléchissent à la place de ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de le faire. Je suis très heureux que vous vous en souvenez. En 2016, j'expliquais qu'il était possible d'avoir un budget de 16 milliards de dollars. Et même l'année écoulée, lorsque le président de la République avait proposé le budget de 11 milliards de dollars, on a crié. On a crié au scandale, même les fonds monétaires étaient contre, mais j'avais pris mon temps pour expliquer que c'était possible. Aujourd'hui, avec toutes les performances qui s'observent dans les régies financières, nous sommes très heureux de comprendre de constater que les malheurs de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Donc, les fonds monétaires ne nous avaient pas cru. Mais aujourd'hui, on voit que tout ce que nous disions était faisable. Donc, bravo à la justice, bravo à l'IGF, surtout à l'autorité suprême qui a instauré cette volonté politique, parce que c'est ce qui faisait défaut depuis bien d'années. Volonté politique. Mais professeur, ces faits interviennent pendant la période de crise, pendant la période de Covid. Comment expliquer le lien? En temps normal, on ne parvient pas à atteindre le niveau de performance sur le niveau de mobilisation fiscale et douanière, mais pendant la période de crise, c'est une sorte de contradiction. Vous savez, cher Médard, que déjà en 2016, je vous expliquais, donc j'apprécie le président sortant qui a fait bien des choses, notamment la croissance économique, mais je vous disais à son temps que ce qui manquait, c'était l'absence de cette volonté politique-là dans la mobilisation massifiée des recettes. Et si vous révisionnez encore nos anciennes émissions, je vous avais dit que dans les pays où les barrières à la mobilisation massifiée des recettes sont anthropologiques, les mécanismes de contournement de ces obstacles devraient être aussi anthropologiques. À son temps, je disais qu'il suffisait de s'engager dans la lutte contre le détournement des deniers publics, et vous allez voir que les choses allaient se stabiliser. Donc, c'est que l'argent de l'État existe quelque part. Non, l'argent existe. L'argent existait et je suis très heureux. Je félicite d'abord l'IGF avec son patron Gilles Alindete pour le travail qu'ils sont en train d'abattre merveilleusement bien. Et je suis aussi fier parce que lui au moins, l'IGF m'a appelé un jour pour me dire que nous sommes en train de mettre en pratique vos prédications. Donc, toute personne décensée ne peut que soutenir l'IGF, ne peut que soutenir la justice. Alors, par moment, il y a des critiques assez acerbes, il y a des exagérations, beaucoup de critiques à l'endroit de l'IGF, même à l'endroit de l'animateur principal. Bon, on considère qu'il y a des contrôles à 2 poids 2 mesures. Vous savez que vous devez savoir que les voleurs n'aiment jamais les torchères. Moi, je demande à l'IGF Gilles de ne pas même suivre ces bruits, ces tintamarres,
qu'il reste droit dans ses bottes. Moi, je suis passé par là, parce que sans fausse modestie, donc, la lutte, c'est lui qui a donné les tons dans le cadre de la lutte contre le détournement des biens publics. C'est moi, lorsque j'ai été investi dans une modeste fonction de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai été menacé, mais je suis fier aujourd'hui de voir que maintenant, c'est toute la République qui est en train de s'approprier cette culture. Je ne peux qu'encourager l'IGF et de lui demander de ne jamais reculer. Et pour ceux qui disent que c'est de l'exagération, non. D'abord, ce que les gens doivent savoir. C'est vrai, on dit que l'instruction est secrète, mais non. Lorsque l'IGF communique, c'est de façon pédagogique. Et nous sommes parmi ceux qui ont soutenu cette démarche. Quand l'IGF communique, c'est pour faire peur à ceux qui seraient tentés de délinquer. Et d'ailleurs, moi je crois qu'on devait remercier l'IGF parce qu'il prévient. Quand il prévient, donc chacun de nous doit réfléchir avant de poser certains actes. Moi je ne vois pas en quoi la dramatisation des audits de l'IGF peut gêner. Surtout qu'il ne cite pas les noms. Et justement, s'il y a un phénomène qui gêne et qui a gêné, c'est le phénomène des cartes bancaires, des cartes Visa. En fait, d'où ça vient? Subitement, des individus qui ont commencé à circuler ou des plénipotentiaires qui ont commencé. Ça date de quand? Est-ce que c'est récent? Par moment, on a entendu que c'est depuis 1960 que l'on pratique des cartes Visa. Pourtant, la technologie est assez récente en la matière. Je crois que j'ai eu à l'expliquer sur d'autres plateaux. À la question de savoir si les mécanismes de carte Visa est prévu en finances publiques congolaises, j'ai dit oui, ce mécanisme est prévu. Parce que j'ai suivi les gens qui disaient non, ça violait l'article 112 de la loi des finances. Non, ce n'est pas ça. Et je comprends les gens qui avaient mis cet avis en disant que la procédure de carte Visa violait l'article 112 de la LOFIP. Je comprends, lorsqu'on a fait que l'économie, donc on peut avoir cette lecture-là. On est limité. Oui, donc je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Bon, j'ai ce léger avantage d'avoir fait l'économie, les finances, les sciences politiques et les droits. Donc ça me permet dans une certaine mesure de faire une lecture polygonale des textes. En fait, les finances publiques d'un État ne sont pas constituées que de salons organiques. Donc chez nous, ça s'appelle l'OFIP. En France, ça s'appelle l'OLF. Les lois organiques posent les principes. Mais la technique comptable apparaît dans les mesures d'exécution. Donc pour ceux qui disent que cette procédure violait ou violerait l'article 112 de la LOFIP, donc dans notre loi de finances de 2011, il faudra qu'ils puissent lire cette loi dans sa complétude. La même loi, d'ailleurs, je souligne ici que cette loi a 235 articles, mais à l'article 233, cette loi stipule qu'elle abrogeait toutes les dispositions antérieures et contraires. Donc c'est pour dire que la LOFIP n'était pas venue et abroger toutes les dispositions qui existaient en finances publiques. Donc elle ne venait qu'abroger les dispositions antérieures et contraires. Alors, maintenant, lorsque vous lisez les décrets 13/050 du 15 décembre 2013, portant règlement général de la comptabilité publique en République démocratique du Congo, vous allez trouver à son article 81 que ces décrets expliquent qu'il y a certes les principes de la chaîne de la dépense, mais cet article, dont l'article 81, évoque certaines exceptions qui peuvent exister en matière de finances publiques. C'est-à-dire qu'en matière de finances publiques, il y a des dépenses qui sont soumises à la chaîne classique, c'est-à-dire engagement, liquidation, ordonnancement et puis les paiements, mais il y a des dépenses exceptionnelles qui ne peuvent pas suivre cette chaîne parce qu'elle n'est pas seulement obèse, mais lourde par rapport aux urgences de l'État. Et pour bien comprendre l'esprit et l'intelligence de ces textes, il faut se placer dans le contexte du nouveau management public. Donc, avec l'évolution
du management public, les théoriciens et les praticiens se sont mis d'accord qu'aujourd'hui les États doivent apprendre à un certain moment à fonctionner comme étant les entreprises privées pour être de plus en plus compétitifs. Et je souligne ici que tout ce que nous avons comme réforme ici, c'est arrivé dans ce pays le 26 mai 2001, donc dans le cadre du PIR, donc le programme intérimaire renforcé, lorsque les institutions de Bretton Woods rentraient en RDC. Et ces institutions avaient proposé 3 choses. Il fallait laisser la monnaie flotter, il fallait pratiquer la vérité des prix dans le secteur pétrolier, et il fallait accepter également la foultitude des réformes que la Banque mondiale allait nous proposer. C'est dans cet esprit que vous avez vu que déjà en 2003, nous avons eu la chaîne de la dépense. Et ces textes qu'on nous amène ici en Afrique, il s'agit essentiellement des textes d'inspiration occidentale. Ce sont des textes qui ont été travaillés au niveau de l'OCDE parce qu'on cherche à harmoniser les procédures dans tous les États du monde. Donc bref, c'est pour comprendre qu'en finances publiques congolaises, ces mécanismes de carte de visa est bel et bien prévu. J'ai parlé de l'article 33 de la LOFIP, j'ai parlé de l'article 81 du décret portant règlement général de la comptabilité publique. Mais vous verrez que dans ces décrets-là portant règlement général de la comptabilité publique, il est dit que l'éligibilité aux dépenses exceptionnelles dépendait des textes qui étaient en vigueur. Donc vous voyez l'harmonie. L'article 33 avait abrogé seulement des dispositions antérieures et non contraires, parce qu'il y a des dispositions qui devaient continuer à opérer. Et justement, peut-être soit la mauvaise circulation de l'information pour un plénipotentiaire, dès lors que son mandat a déjà pris fin, est-ce qu'il doit continuer à disposer de cet outil entre ses mains? Je vais répondre, mais il faudra d'abord que les gens comprennent comment le principe fonctionne. Okay. Alors c'est lorsque vous allez dans les manuels de procédure et des circuits de la dépense, à la page 20, c'est à ce moment-là où on est en train de parler des dépenses éligibles à cette procédure exceptionnelle. Il y a notamment les cas de catastrophes naturelles, des rémunérations, mais les cartes sont couvertes par un mécanisme financier qu'on appelle la mise à disposition des fonds. C'est prévu dans notre manuel de procédure, et le manuel de procédure ne dit pas que la mise à disposition doit se faire impérativement en espèces. Donc on peut le faire en espèces, mais on peut également le faire en sorte via les cartes Visa. Alors, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces cartes Visa ne constituent pas des allocations budgétaires supplémentaires aux institutions. En bout de course, lors de la procédure de la régularisation, ça va se neutraliser sur la dotation budgétaire qui a été accordée à chacune des institutions. Mais là où les bas blessent, c'est que lorsqu'on n'est plus aux affaires, on ne peut plus continuer à utiliser ces cartes. N'est-ce pas? Oui. Mais ce que je voulais rappeler ici, c'est que si par absurde, je dis par absurde, parce que tel que le système a été posé, de la même manière qu'il est opérationnel au Congo, c'est de la même manière qu'il est opérationnel en France dans le cadre de la LOLF, vous verrez qu'ils ont l'arrêté du 16 décembre 2015 qui liste toutes les dépenses éligibles à la procédure exceptionnelle. Et l'année passée même, donc nous sommes le 16 août 2020, il y a eu une instruction qui a encore renforcé ces exceptions. Mais là, ce que je voulais souligner ici, s'il y a eu des gens qui ont utilisé ces cartes post-mandat, il faut les sanctionner. Mais il ne faut pas les sanctionner seuls. Il faut sanctionner ceux qui n'avaient pas désactivé ces cartes. Parce que là, ça dénote une certaine complicité. Donc, les systèmes, donc c'est soit il y a des possibilités, soit ils ont été complaisants, soit ils ont été complices. Or, ils devaient être ni l'un ni l'autre. Donc, je voudrais appuyer les toxins sur cela, en disant que s'il est établi qu'il y a des gens qui ont utilisé ces cartes post-mandat, ils doivent être sanctionnés, mais pas seuls. Il faudra maintenant qu'on puisse sanctionner de manière exemplaire ceux qui devaient désactiver ces cartes et n'ont pas pu le faire. Donc ce que la population doit
retenir, c'est que cette histoire des cartes de crédit relève de ce qu'on appelle les finances publiques approfondies. Okay. Donc lorsqu'on a fait que les finances publiques, on peut avoir des lambrimini en disant que ça n'existe pas. Non. En finances publiques approfondies, ça existe. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Seulement, ce que je voulais, là où je voulais marteler davantage, c'est qu'on doit sanctionner et ceux qui auraient utilisé ça post-mandat et ceux qui n'ont pas pu désactiver à temps. Donc, à votre niveau, la plus grande responsabilité revient à ceux qui pouvaient... C'est ceux qui devaient désactiver. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez quitté les postes, vous êtes d'une faible éthique, mais vous vous rendez compte que votre carte vous avez un outil qui peut actionner à tout moment. À tout moment, donc. C'est-à-dire que la sanction doit être plus sévère envers ceux qui n'avaient pas désactivé, sans négliger ceux qui ont utilisé parce qu'ils devaient également retourner et dire que nous avons déjà quitté les fonctions. Comme nous sommes la télévision, ceux qui vous regardent, il y a des gens qui voient en vous d'abord leur pasteur, je l'ai senti tout à l'heure à l'entrée, il y a ceux qui voient en vous l'image du président de l'Assemblée provinciale, mais parlons quand même de l'impôt dans la ville de Kinshasa, une vaste ville où la culture qui devait servir en fait de point de départ. Pourquoi ça ne marche pas assez? Mais puisque lorsqu'on touche l'impôt fiscal ou la DGK est déjà suffisamment installée. Oui, cher Médard, je voulais vous dire que la ville de Kinshasa a une atonie des ressources financières. Et cette atonie n'est pas du fait de la ville, mais cette atonie a été du fait des réformes qui n'avaient pas tenu compte du contexte congolo-congolais. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Sans moyens, nous pouvons faire avec vous, avec toi, Baït, qui est mon ami, donc souffre que je puisse te tutoyer dans le cadre de cette émission, et tu dois me tutoyer aussi, parce que les dieux tout-puissants, nonobstant ces galons, nous les tutoyons chaque jour, ils ne se fâchent pas. Alors, je peux faire avec toi le tour de la ville de Kinshasa. Tu ne verras plus les montagnes de déchets comme par le passé. Ça, c'est perfect. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de déchets, mais les montagnes comme celles que nous avons trouvées, ça n'existe pas. Le pouvoir? Parce que nous nous sacrifions. Donc, sans moyens, nous faisons un peu réchauffer les cervelles qu'il y a dans nos têtes pour voir comment gérer la ville. De deux, vous pouvez faire le tour de cette ville aujourd'hui. Sur le plan de l'éclairage public, nous n'avons d'égal que la période du maréchal Mobutu. La ville est très éclairée. C'est la ville qui finance? Oh, c'est la ville. Et s'agissant de la voirie urbaine, nous sommes en pleine saison sèche. Au mois de décembre, on va évaluer avec vous. Parce que nous nous battons pour une ville de Kinshasa sans trou, du moins sur les grandes artères. Mais tout ça, c'est sans moyen. Si les gens ne le savent pas, la ville de Kinshasa ne mobilise en moyenne que 4 millions de dollars par mois. Et lorsqu'il faut prendre en charge la rémunération et consort, vous voyez là, alors bref, ce que je voulais dire, que le problème, il est structurel. La décentralisation telle qu'elle se présente maintenant, elle ne va pas faciliter le développement de nos provinces. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il y a une sorte d'égoïsme national. Évidemment, ce n'est pas de l'égoïsme dans le sens péjoratif. On a copié les textes étrangers. Qu'est-ce qu'on a légué à la fiscalité locale? C'est l'impôt sur les revenus locatifs, c'est l'impôt sur les véhicules, c'est l'impôt foncier. Alors, lorsque nous parlons, avant de parler de la ville de Kinshasa, ça, en Afrique, ces trois impôts relèvent de la fiscalité pauvre. Pour une province comme le Congo, qu'est-ce qu'elle peut avoir en IREL? Qu'est-ce qu'elle peut avoir en impôt sur le véhicule? Qu'est-ce qu'elle peut avoir en impôt foncier? Mais maintenant, nous rentrons à Kinshasa, là où nous n'avons pas les cuivres, nous n'avons pas les coltans, comme les autres provinces minières. Nous, en réalité, notre assiette, ce sont les immeubles. Mais quel a été le malheur de cette réforme? C'est qu'on donne à la ville, comme à d'autres provinces, la fiscalité locale, l'impôt sur les revenus locatifs, mais au même moment, on dit que les sociétés immobilières ne peuvent pas payer l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, c'est-à-dire, la plupart des immeubles qu'il y a sur cette ville, tout celui qui a 5-6 maisons,
il s'est constitué aujourd'hui en société immobilière. D'une manière telle qu'il ne met pas l'impôt sur les revenus locatifs et il va payer l'impôt sur les revenus au niveau de la DGI. Et ça pose problème. Donc, je crois qu'il faudra qu'on puisse relire ces réformes. On ne doit pas les relire seulement de manière politique, mais on doit les relire également sous l'angle économique. Donc, du coup, la ville se retrouve sans moyens. Il y a beaucoup d'immeubles, mais ces immeubles ne payent pas du fait d'une sorte de modification robotique des textes qui n'avait pas tenu compte de la contingence. En fait, les réalités ont été mutilées. On dit qu'on donne à la ville de Kinshasa l'impôt sur les revenus locatifs, mais au même moment, on dit que les sociétés immobilières ne peuvent pas payer les revenus locatifs. En fait, lorsqu'on est en train de faire la collecte des impôts sur les revenus locatifs, les gros des revenus proviennent de la Gombe. Mais c'est là où vous allez trouver plein de sociétés immobilières. Donc c'est ça la première difficulté que nous avons pour mobiliser davantage les ressources. Parce que ceux qui ne comprennent pas quand ils voient les maisons, ils se disent mais si chacun payait ça ensemble, non, il faut lire les textes. La deuxième difficulté, c'est que à ce qui concerne l'impôt sur les véhicules, et lorsque vous arrivez à la DGI, donc la moyenne des véhicules immatriculés dans la ville de Kinshasa, c'est autour de 650 000 véhicules. Par an? Par an. Et non, c'est ça les charrois. Les charrois urbains, il est celui-là. Et lorsque vous tenez compte de ceux qui ne sont plus en état de rouler, c'est autour de 400 000. Même si par absurde, chaque véhicule pouvait payer $100, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous allez voir que c'est insignifiant. Au-delà de l'étroitesse de l'assiette en matière de véhicules, il y a un problème qui se pose à ce qui concerne les dispositifs contraignants. Donc nous ne sommes pas comme en Europe où les villes sont numérisées. Donc lorsque j'ai une contravention à te déposer, je n'ai pas besoin de t'arrêter sur la route. Tu es localisable, je peux le faire. Et ça, ce n'est pas possible en RDC. Et si nous voulons organiser la campagne, il faut engager la police, engager plusieurs contrevenants. Et là, maintenant, il y a un problème du coût fiscal qui va se poser sur la fiscalité. Pour mobiliser toutes ces personnes, il faut leur assurer une certaine logistique. Et en bout de course, vous verrez que ce qui va vous rester après avoir engagé toutes les dépenses, ça ne sera pas très important. Alors, on devait corriger ça avec la retenue à la source de 40% des recettes générées au niveau des provinces. Donc pour nous, au niveau de la ville de Kinshasa, toutes les recettes nationales générées, on devait en principe opérer une retenue à la source de 40%. Ce qu'on ne fait pas encore, tout simplement parce que la LOFIP de 2011 que je venais d'évoquer a dit que ça ne sera effectif que lorsque l'État aura transféré certaines charges aux provinces. Donc ça, ce sont des problèmes structurels qui bloquent le développement des provinces en République démocratique du Congo. Mais ce que la population peut noter, c'est que sans moyens, la ville est toujours sale, mais pas plus sale qu'elle l'a été avant nous. Et donc, à vous entendre parler, vous devenez en quelque sorte complice de gouverneur? Non. Je ne suis pas le complice du gouverneur. J'ai fait partie. Donc, je suis très mal placé de le dire. Si les plans de préséance, c'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est, entre guillemets, le premier citoyen de la ville. Si je n'appuie pas les gouverneurs, si je n'appuie pas l'exécutif quand ils sont dans les bons, alors je serai un mauvais président de l'Assemblée provinciale. Pourquoi on est en train d'expliquer cela? Nous, on a appris la gestion à l'école. Lorsque le budget de la ville est voté par l'Assemblée provinciale, vous ne pouvez pas vous-même voter un budget et commencer à les critiquer pendant que vous avez le pouvoir de les contrôler et les faire corriger. Donc c'est de l'irresponsabilité. Lorsque tu trouves quelqu'un qui est président de l'Assemblée provinciale, mais qui combat l'exécutif sans raison, donc l'exécutif, on le combat quand elle a failli, mais dès lors qu'on voit qu'avec les moyens disponibles, il y a des efforts qui sont fournis, on doit accompagner cela. Alors, et parce que les gens parlent des choses peut-être qu'ils ne comprennent pas. Okay. Donc c'est l'Assemblée provinciale qui encadre tout. Si l'Assemblée vote un budget,
c'est qu'il a été d'accord, elle a été d'accord, et elle estime que ce budget peut nous permettre d'atteindre les résultats. Et parmi les difficultés que nous avons connues, vous avez suivi vous-même avec les gouvernements sortants, on ne recevait plus rien. C'est maintenant avec les nouveaux gouvernements que ça commence à reprendre. Vous verrez que Kinshasa sera scintillante et brasillante. Oui, mais à votre niveau, quelle appréciation vous faites de l'opération Kinbopeto de manière générale? Bon, la difficulté, moi j'en sais un peu plus. Hein. La plupart des gens qui parlent de Kinbopeto, ils pensent que dans leur tête, Kinbopeto c'est l'assainissement de la ville. Non. Kinbopeto, c'est ça le programme quinquennal du gouvernement provincial. Il y a tout dans cela. S'agissant de l'assainissement, ce n'est pas encore ce que j'attends, mais je vois, là je te dis, tu peux demander même ceux qui ne nous aiment pas. Il n'y a plus de montagnes de déchets dans la ville de Kinshasa. Mais il n'y a pas un service public qui s'en occupe non plus. Non, non, il y a des services qui s'en occupent. S'il n'y en avait pas, donc vous aurez eu des déchets dans votre maison, dans vos maisons. Donc, ce que je voulais que tu saches ici, c'est que malgré les difficultés financières, nous avons réussi à couper les têtes de toutes les montagnes de déchets dans la ville de Kinshasa. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de déchets parce que vous jetez chaque jour et la ville de Kinshasa génère 9000 tonnes de déchets chaque jour. On jette le matin et la nuit nous vidons, nous ramassons. Mais nous sommes en train, ni c'était le Covid, nous avions déjà trouvé des partenaires, des sociétés étrangères qui voulaient travailler avec la ville en joint venture pour que ces déchets soient transformés en énergie électrique. Donc lorsque tu es à Stockholm, tu verras que les Suédois importent les déchets de l'Angleterre pour transformer ça en énergie électrique. C'est le Covid ou la Covid, selon les cas, qui avait bloqué la procédure. Maintenant, avec la vaccination, je pense que vous verrez d'ici là, ces gens vont se déployer pour commencer à transformer nos déchets en énergie électrique. Alors, revenons sur le dossier foncier. Vous avez évoqué, vous vous êtes plaint de ce que les agences immobilières sont en train de récolter le fonds qui allait revenir à la ville, mais les autres immeubles ou les autres habitations, ça ne génère pas de ressources. Mais pas assez. Mais pas assez. C'est pourquoi tu as vu qu'à son temps, j'étais voir l'un des responsables du Parlement, parce qu'il faudra qu'on puisse modifier la législature pour permettre aux provinces de collecter l'impôt sur les biens locatifs sur toutes les maisons. Mais c'est prévu, et la DGK est en train de circuler à gauche et à droite. Non, à quel niveau il y a des défaillances? Non, c'est là, au niveau des sociétés immobilières, c'est là que ça pose problème. Et puis, le deuxième problème aussi, il y a la culture fiscale qui fait défaut. Donc, les gens n'ont pas encore compris que chacun de nous devait contribuer aux charges de l'État selon ses capacités contributives. Mais avec le travail que fait l'IGF et la justice, je crois que les gens comprennent maintenant que la volonté politique est là. Et là, je voudrais les dire que l'IGF et la justice ont toujours existé dans ce pays. Ils n'avaient jamais travaillé et ils n'avaient jamais travaillé de cette façon. Donc c'est pour dire que la seule personne à qui il faut féliciter, sans sentiment, sans être folklorique, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui a lâché ses chiens de chasse pour une mobilisation massifiée des ressources. Mais ce que nous disons, c'est que si on revoit de manière structurelle la fiscalité locale, ça va encore nous permettre de mobiliser davantage. Justement, la communication au niveau de toutes les instances dans la ville de Kinshasa. On a comme l'impression que le gouverneur parle trop peu. Moi, c'est pour la première fois que je vous entends faire le plaidoyer pour la ville. Alors, ça signifie que quelque part, la communication n'a pas suivi. Bon, lorsque nous ne communiquons pas assez, ne pensez pas que nous ne connaissons pas la valeur de la communication. La communication coûte trop cher. La communication coûte trop cher par rapport aux moyens de la ville. C'est un peu difficile. Si nous voulons vraiment communiquer, nous n'allons rien faire. Mais il y a quand même des gens qui nous jalousent
qui cherchent à nous remplacer, ils achètent quelques journalistes à coups de biscuits et de bonbons pour nous attaquer, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Tout le monde, toute personne de bonne volonté qui vient à Kinshasa, il vous dira que les montagnes de déchets n'existent plus à Kinshasa. Toute personne qui vit à Kinshasa, il vous dira qu'à maintenant la ville est bien éclairée. Et ça, ce sont des faits. Oui. Et s'agissant des routes, des nids de poules qu'il y a sur nos routes, c'est parce que nous avions une autre logique. Nous pouvons faire comme les autres qui bouchaient les trous et s'endormaient. Mais nous nous sommes dit, au lieu de boucher les trous, Kinshasa, ce n'est pas seulement Gombe. Kinshasa, ce n'est pas seulement les quartiers IP. Kinshasa, c'est aussi Makala, c'est aussi Selemba, c'est aussi Massina, c'est aussi Kingasani, c'est aussi. C'est ainsi que nous nous sommes dit que, comme on a peu de moyens, il faut travailler sur les routes qui peuvent profiter à tout le monde. C'est ainsi que nous nous sommes dit qu'il fallait relier le sud de la ville à son nord. C'est pour cela que nous sommes en train de construire Lenguesa. Il faut aller à Lenguesa là-bas. Si tu vas nous insulter à Makala, tu vas voir la réaction de la population. Donc cette route a l'avantage de relier bypass, donc en partant de Mongafula jusqu'à Gombe. Parce que Lenguesa t'amène sur Mariano et Mariano t'amène à Gombe. Nous nous sommes dit encore qu'il fallait relier l'ouest à l'est de la ville. C'est ainsi que, comme le boulevard Lumumba relie déjà les Tchango au grand centre de la ville, à partir de la Fikine, nous avons commencé à travailler sur Kikwit. Et cette avenue va sortir sur l'avenue du 24 novembre, du côté de Selema ou en montant vers l'Ipen là-bas. Mais ça va dire, monsieur le président. Et ça, c'est du concret, dans le contexte de la crise. Moi, pendant cette pandémie, je me suis déplacé. J'ai vu qu'il y a crise aux États-Unis, il y a crise en Indonésie, et même le Qatar, les pays les plus riches du point de vue revenu par habitant, j'ai trouvé que l'éclat que j'avais laissé en 2017, ce n'est pas l'éclat que j'ai trouvé en 2020. Donc la situation est mondiale. Avec les moyens du bord, nous sommes en train de nous en sortir. Relier Kinshasa de l'Est à l'Ouest, mais par une seule voie, ça peut tout de même insérer problème. Et l'unique voie, qu'on se souvient que pendant la guerre en 1998, il n'y a que le pont Djili qui relie. Non, nous avons, d'ailleurs les jours où tu passeras au bureau, nous avons ce qu'on appelle le plan du directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. C'est la pandémie ici qui a été développementicide. Sinon, vous allez dire que ces enfants méritent notre honneur, mais nous continuons à les mériter. Nous sommes sur un programme avec les Japonais. Mais ce programme n'a pas démarré tout simplement parce qu'avec la Covid, le mécanisme de décaissement est devenu très compliqué dans tous les pays. Et là, nous avons prévu une sorte de la boucle de Kinshasa. Il y aura une route autre que le boulevard Lumumba, qui va longer pratiquement le fleuve pour permettre à la population de rejoindre l'aéroport. Pendant que nous parlons avec toi, des travaux sur les trains urbains sont très avancés. Je crois qu'avec l'aide de Dieu d'ici là, ça va commencer. Je ne vais pas prendre parce que c'est ça la difficulté au Congo. Nous ne parlons pas, on dit que nous ne parlons pas. Le président de la République qui parle pour motiver son peuple, non, il promet beaucoup. Mais vous voulez quoi finalement? Alors moi aussi je vais promettre aujourd'hui, bientôt il y aura le train urbain à Kinshasa. Parce que pourquoi on promet? C'est pour donner de l'espoir au peuple. Le peuple doit savoir ce qu'on est en train de préparer pour lui. On ne peut pas reprocher à un président de la République de promettre. C'est pour stimuler non seulement l'espoir, et le peuple doit être au courant de tout ce qu'on prépare pour lui. Tu sais, lorsque tu as, de manière microsociologique, tu sais, lorsque tu sais que ta femme est en train de préparer, tu n'auras pas trop peur de la faim. Parce que tu sais que bientôt là, je vais neutraliser la faim. Mais quand tu ne sais rien, tu ne sens aucune odeur qui sort de la cuisine, mais ça genre de stress. Hein. C'est pourquoi moi aussi je promets le train urbain pour la ville de Kinshasa. Et justement, dans le même ordre d'idée, le président envisageait ce qu'il avait
qui est propre au Kinshasa, une deuxième ville comme ça existe un peu partout. Il vous est arrivé aussi de vous inscrire dans cette logique? Bon, moi je ne suis pas de la présidence de la République, je ne peux pas parler au nom du gouvernement central, mais ce que les gens doivent savoir, c'est que tout ce qu'il y a de bon sur cette ville, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Tout ce qu'il y a de bon sur cette ville, c'est sous son impulsion. Et quand nous voyons que les montagnes des déchets ne puissent plus repousser, c'est parce que lui, il veut d'une ville propre. Mais comme les gens doivent savoir que le développement des États est chronophage. Alors, donc ça prend du temps. Il y a un dossier qui bloque, c'est justement le marché central. Depuis qu'on a déguerpi les vendeurs, plus rien. Bon, je ne pense pas que toi tu devais dire ça. J'aurais pu aimer si c'était les petites chaînes de télé. Amène tes caméras, descends au marché. Tu verras qu'on a déjà commencé la démolition. La rumeur, la radio-trottoir, les groupes de méchants, vous avez dit qu'on avait attribué ces méchants et ces marchés aux Libanais, mais c'est faux. Les Français qui ont gagné les marchés sont là, ils sont à pied d'œuvre. Il faut descendre là-bas. Tout ce que nous avons demandé, c'est que dans ces pays, il y a une loi sur la sous-traitance, que ces Français voient comment intégrer les enfants de Kinshasa dans la reconstruction du grand marché. Donc les travaux, on est déjà en train de démolir. On ne construit pas du neuf sur du vieux. Il fallait d'abord détruire, ça tu peux le constater. On est en train de démolir et bientôt il y aura un marché moderne. Un marché moderne pour le Kinshasa, c'est l'essentiel de notre espoir. Voilà, c'est le grand centre d'affaires de notre ville. Professeur Poyi, nous devons apprendre à atterrir. On a abordé plusieurs sujets à la fois qui ont bousculé les consciences. Il y a des gens qui sont informés, des gens qui sont mal informés, il y a des gens qui sont sous-informés autour de la fiscalité, parce que ça même des réserves d'échange. On doit parler de réserves d'échange parce que les gens, il y en a qui disent que ce que le gouvernement annonce, c'est du maquillage des chiffres. J'ai été dit, Médard, que depuis le mois de mai, il s'est opéré un miracle financier dans ce pays. Un miracle. Nos réserves d'échange étaient à 500 millions de dollars, sont passées d'abord à 1,2 milliard. Maintenant, on est à 1,3 milliard quelque chose de millions. Pour les gens qui disent que c'était maquillage des chiffres, ils doivent comprendre que la rigueur du chef de l'État commence à payer. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les fois que j'ai passé sur ce plateau, je disais que si nous voulons développer le Congo, il y a 3 choses qu'il faudra faire. Donc il fallait la compression des dépenses budgétaires de l'État, il fallait une mobilisation accrue des ressources intérieures et enfin il fallait avoir des appuis budgétaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec la discipline instaurée par le président de la République? Parce que c'est cette discipline-là qui engendre tout. Que personne ne vienne te dire que lorsque nous félicitons l'IGF, lorsque nous félicitons la justice, lorsque nous félicitons les régies financières, nous devons savoir que le vrai auteur-compositeur de ces performances, c'est le chef de l'État, parce que toutes ces structures ont toujours existé et n'avaient jamais été performantes. Alors qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Les régies financières ont été toutes performantes. Ils avaient fait de l'excédent de trésorerie. Et la Banque centrale a racheté cet excédent de trésorerie étant donné que les sociétés minières payent leurs impôts en devises. Et cela a gonflé nos réserves d'échange. Il n'y a pas maquillage des chiffres, c'est de l'économie, ça ne se fait pas sur la rue. Je voudrais également rencontrer la préoccupation de ces gens. J'ai entendu à un certain moment les gens qui disaient dans le cadre du programme de 100 jours, on ne peut pas toucher aux réserves d'échange. Mais c'est quoi? On parle de quoi? Je ne dis pas qu'on doit toucher aux réserves d'échange à tout moment, mais ce que je voulais dire ici, les réserves d'échange ne représentent pas absolument, je souligne bien les mots absolument, ne représentent pas absolument la richesse d'un État. Les réserves d'échange obéissent à une logique économique. Vous verrez que les États-Unis, qui sont la superpuissance du monde, n'ont des réserves d'échange que d'à peine 122 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que les marchés financiers américains sont tellement articulés qu'ils n'ont pas peur du cash. Mais lorsque vous êtes en Asie, vous allez trouver que les pays comme la Chine ont des réserves d'échange de plus de 3 000 milliards de dollars, tout simplement parce que les systèmes financiers
asiatique et désarticulé, il peut cracher à tout moment et ces pays ont besoin de beaucoup de réserves pour soutenir leur monnaie en cas de crash. Mais toujours en Asie, il y a une république qu'on appelle la Singapour. La Singapour prend régulièrement l'argent des réserves d'échange et investit. Donc les gens doivent savoir qu'il y a des exceptions et on peut par moment recourir aux réserves d'échange pour régler les urgences de la société lorsqu'on est sûr de les renouveler dans les délais. Et je donne l'exemple ici de la Singapour qui prend les réserves d'échange et procède aux nouveaux investissements. Alors ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, ça répondait à quelle doctrine? Oui, c'est-à-dire que l'urgence qu'il y avait, vous savez, cette culture de 100 jours, c'est toujours pour donner de l'espoir à la population. Lorsque vous êtes élu, moi je parle des choses scientifiques, comme toujours je dis que je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais j'ai un léger avantage, c'est d'avoir fait plusieurs disciplines. Si le plan politique, lorsque vous venez de prendre le pouvoir, il faut savoir mobiliser les peuples pour qu'ils puissent faire corps avec vous et regarder dans la même direction. Donc il y a des signaux que vous devez envoyer. Et c'est ce qui a été ça s'est justifié et aujourd'hui les gens peuvent tout dire. Ces sauts de moutons ont résolu partiellement le problème des embouteillages et contribué à l'embellissement de notre vie. Et ça suscite de l'espoir. Même quand les gens peuvent critiquer le régime actuel, quand les gens passent voir ces sauts de moutons, ils se disent que nous pouvons encore faire confiance aux dirigeants. Et ça s'est justifié politiquement. Donc, je referme la parenthèse. Je ne dis pas qu'on doit utiliser ces réserves, on doit y toucher chaque jour aux réserves d'échange, mais il y a des moments où on peut y toucher. Et j'ai donné les cas de la Singapour et les exemples sont les gens du Parlement. C'est aussi le moment pour nous de clôturer cette émission. Quelles leçons faut-il tirer de tout ce qu'on a dit? Non, je voulais dire à la population quinoise et congolaise que le développement d'un État est chronophage. Ça prend du temps. Je crois que tous les signaux ont été envoyés par nous en ce qui concerne la bonne marche de cette ville. Il y a de l'espoir. Nous avons eu le grand ennemi de notre action, c'était la Covid. Maintenant que la vaccination est en train de venir, dès que ça se calme, vous serez fiers d'être quinois et quinois. Mais nous ne disons pas que nous allons résoudre tous les problèmes maintenant. Donc nous venons compléter ce que nos prédécesseurs n'avaient pas fait et il en sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous mettons un terme à cette émission Perspectives économiques. Nous remercions Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Nous remercions le pasteur, nous remercions le professeur, c'est toujours lui. Bon. C'est la même personne, la fin de Kinshasa. Voilà. Et donc, Perspectives économiques, ça n'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est fixé à mardi prochain. Juin 1960, 30 juin